Bonjour à tous. Précarité, harcèlement, enquête sur le gâchis de l'université et le chemin de croix des thésards à partir de 12h55 avec notre invitée, la jeune neurobiologiste Adèle Combe. Elle publie Comment l'université broie les jeunes chercheurs. Précarité, harcèlement, loi du silence, c'est chez Autrement. Mais d'abord, le grand soir de Vincent de Dienne. L'acteur et humoriste poursuit la tournée de son seul en scène, Un soir de gala. En ce moment à voir au Bouffe du Nord, de retour au Théâtre Marigny à Paris en juin et en tournée dans toute la France entre ces deux dates après une première à la Comédie d'Amiens. Seul en scène avec un piano, il digresse, changeant de peau à tour de rôle et tous les soirs, plus qu'un gala, c'est une comédie humaine. France Culture, la grande table, Olivia Gesbert. Bonjour Vincent de Dienne. Bonjour Olivia. La bourgeoise odieuse, le vieux Paul, la petite Léonie, l'acteur Amaury, où est-ce que vous trouvez l'inspiration ? C'est une bonne question. J'ai pas tellement de. J'en suis qu'à mon deuxième spectacle, mais j'ai pas tellement de méthode. Je suis un petit peu anarchique. C'est-à-dire que l'inspiration. Je mentirais si je vous disais que je m'assois à la terrasse d'un café, que je regarde mes contemporains. C'est pas vrai parce que c'est pas que des gens que j'ai aperçus. C'est parfois des gens que j'invente complètement. En tout cas, là pour ce spectacle. J'ai eu envie quand même de partir de syndromes contemporains, c'est-à-dire de choses qui sont apparues, de petits syndromes ou de grosses maladies ou de vraies névroses qui sont, me semble-t-il, apparues récemment ou sont un peu emblématiques de notre époque. Ah, c'est plutôt des signes intérieurs pour vous, des névroses, que des signes extérieurs, de classe, de milieux sociaux, qui vous amusent. Oui, le point de départ, c'est plutôt ça. Et après, il s'agit de les distribuer, ces névroses. C'est-à-dire que je fais une petite collection de symptômes. Et puis après, je les distribue. Et puis comme j'ai pas envie que les gens se ressemblent dans mon spectacle, je les distribue à des profils, à des âges, à des sexes, à des classes sociales différentes. Alors le vieux Paul, c'est quoi sa névrose par exemple ? Le vieux Paul, il est un petit peu... il en a plusieurs. Il est la croisement de la pipolisation totale de notre société, c'est-à-dire qu'il est de la, oui, c'est ça, comment on appelle ça, de la société du spectacle, c'est-à-dire jusque dans le tombeau, quoi. C'est-à-dire qu'il court les enterrements de vedettes, il adore ça, c'est une façon de les voir en vrai, de les voir en mort pour lui. Et puis il en fait collection, très seul, quoi. Ouais. Il en fait collection, ouais, oui, donc de ses enterrements. Il a ce goût pour le morbide et un petit peu pour le clinquant. Et l'acteur Amaury ? L'acteur Amaury, ça serait quoi sa maladie ? Pathologie, son symptôme. Ça c'est quelque chose que j'ai vu. Sa névrose. Oui, parce que je les distribue un peu autour de moi, mais parfois il y en a que j'identifie chez moi. Ouais. Et ça, la mégalomanie, la publicité de soi-même, le placement de produits, le fait de confondre art contemporain et argent, simplement. Enfin, c'est des choses que je peux identifier aussi chez certains de mes collègues du cinéma français. J'allais vous demander quelle était votre névrose. Évidemment, du coup, vous venez de répondre. C'est tout ça à la fois. Mais en fait, ce spectacle me permet de me surveiller. Voilà, donc ça, c'est pas mal, parce qu'en fait, comme j'en ai pas mal, moi, je suis le premier à être un peu mégalo, à être complètement excité par le fait divers, parce qu'il y a un personnage qui est surexcité par le fait divers. Oui, j'ai des points communs et pas les meilleurs avec mes personnages, mais du coup, une fois que je les joue sur scène... Ça permet de faire baisser la température du thermomètre, exactement, c'est ça ? Exactement. Ouais. Est-ce qu'on est tous un peu des caricatures de nous-mêmes ? C'est vrai, parce qu'on voit à travers cette galerie de personnages qu'on est, en tout cas, les représentants d'un milieu social, d'un genre, d'une identité, d'une sexualité aussi. Ouais. Est-ce que vous pensez qu'on est tous, au fond, des caricatures de nous-mêmes ? Vous et moi compris. Qu'est-ce que vous en pensez, Olivia ? Vous peut-être, moi pas. Non, je pensais que vous alliez me répondre ça et j'aurais été coincée. Je l'ai fait avant. Non, mais en tout cas, c'est une bonne question. Je pense que c'est de plus en plus dur d'échapper à la caricature, oui, soi-même. C'est-à-dire qu'il faut rivaliser d'imagination, quoi, et de vigilance pour échapper à la caricature.
Elle est saccadée, ralentie, accélérée, bien articulée. Comment vous travaillez votre diction, Vincent de Diel? Ah, mais ça c'est marrant parce que il se trouve que je n'ai plus de frein dans la bouche. C'est-à-dire que les êtres humains ont 3 freins dans la bouche, le frein de la lèvre supérieure, le frein de la lèvre inférieure et le frein de la langue. Et moi, à 3 âges différents, on me les a coupés pour des raisons médicales. Le frein de la langue, on me l'a coupé, vraiment j'étais nourrisson, je ne sais plus pourquoi. Le frein de la lèvre supérieure, c'était pour me faire une greffe de gencive. Enfin, c'était c'est des travaux orthodontiques. Manuel en tout cas. Voilà, en tout cas, voilà, du gros œuvre. Et du coup, j'ai un débit, c'est vrai, assez rapide qu'il m'a fallu à l'école apprendre à dompter. Donc, je le travaille plus tellement maintenant parce que, sauf au cinéma, où au cinéma, on continue de me dire que je parle trop vite et donc on me force à ralentir. Ce qui me plaît beaucoup parce qu'en fait, à partir du moment où on contrarie un rythme, il se passe quelque chose d'intéressant. Mais au théâtre, je sais que maintenant, je sais que je suis quand même compris. C'est-à-dire que je sais que même si je vais vite, et je n'ai qu'une passion dans la vie, en tout cas sur scène, c'est le rythme. C'est m'amuser à ça. C'est aller à toute allure, puis décélérer d'un seul coup, puis décélérer au moment où les gens pensent que je vais accélérer, puis faire l'inverse. Enfin, m'amuser de tout ça. Donc je le travaille que comme ça, c'est-à-dire que dans le jeu, quoi, dans la joie de feinter les spectateurs. Et vous n'avez pas tout de suite trouvé votre voix. Vous avez mis du temps avant de trouver ce ton-là. Vous l'avez travaillé. Parce que ce rythme, il est essentiel quand on est sur scène et surtout quand on est seul en scène, d'avoir sa voix propre, mais aussi un rythme, un débit qui permet de capter l'attention du public. En tout cas, surtout dans un seul en scène, quand en plus là c'est moi qui écris, je pense que c'est pas la même chose au théâtre ou quand on joue un auteur. Par exemple, quand j'ai joué Marivaux, il a fallu aller chercher le rythme. Ça pouvait pas être le mien, quoi. Il a fallu, en tout cas pour retourner au mien, il a fallu en passer d'abord par trouver celui de cette écriture et de cette langue et tout ça. Mais dans un seul en scène, il faut que le cœur batte la même chamade que le cerveau et que la peau et que tous les organes, et du coup il faut être faut s'accorder, quoi. Il faut être un instrument un peu accordé, et ça c'est une fois qu'on a notre cours de récréation et qu'elle va au tempo qu'on a décidé, ça peut s'emballer et ça peut aller où on veut. Est-ce qu'il y a des voix qui vous parlent plus que d'autres? Celle d'André Dussolier, que vous convoquez au début de ce spectacle, celle de Marguerite Duras, que vous aviez convoquée dans votre tout premier one-man show. Ah oui, ça... Oui, moi je suis très sensible aux voix, mais pas seulement... Bon, je suis sensible aux voix, à ce qu'elles racontent et aussi à au bruit qu'elles font. C'est-à-dire que, par exemple, dans mon précédent spectacle, ce qui avait achevé de me convaincre de prendre la voix de Marguerite Duras, c'était son rire. Le rire de Marguerite Duras, il a quelque chose de... Comme en plus, on ne s'attend pas du tout à ce qu'elle rigole et puis qu'elle n'a pas une image de rigolote, Marguerite Duras, alors qu'elle a un rire incroyablement contagieux et gai. C'était ça qui me plaisait, de commencer par cette note-là. Après, les voix, oui, moi, les voix, c'est les voix qui m'ont fait allumer les postes de télévision pour regarder des films ou les postes de radio ou... ce qu'elle charrie d'émotions et d'inexplicables et d'inexpliqués me bouleverse. Oui. Et celle d'André Dussolier, elle renvoie un souvenir particulier. Il fait l'audioguide au début du spectacle. Oui, mais je dis comme dans moi, je n'avais pas la sensation d'avoir une voix vraiment très identifiable, comme ça. Donc je me suis dit, si vous n'aimez pas ma voix, ce qui est fort possible, j'ai placé des audioguides sous vos sièges avec tout le spectacle, mais dit par André Dussolier. Et là, ce qui me fait rire, c'est qu'André Dussolier, la voix est... Si on n'aime pas la voix d'André Dussolier, en France, c'est qu'on est Pierre Arditi, quoi, à mon avis. Parce qu'elle est irrésistible à tout point de vue, la voix d'André Dussolier. À qui vous auriez aimé ressembler ? À qui j'aurais aimé ressembler ? À une créature de rêve. C'est-à-dire vraiment à quelqu'un de... J'aurais aimé, moi, avoir la beauté mathématique, la beauté vraiment physique, quoi. La beauté, être une créature de rêve. Ouais, vraiment être une image de magazine de papier glacé. Ça m'aurait beaucoup plu, parce que je pense que c'est une émotion, la beauté. Enfant, chez votre tante,
Vous l'avez raconté, Vincent de Dienne, il y avait une VHS, c'est-à-dire une espèce de vieille cassette avec des images, celle d'un spectacle de Muriel Robin. Dans cet extrait, elle revient sur ses sketchs cultes repris dans son spectacle POF en tournée en France. C'est à l'Olympia les 11 et 12 janvier, si les théâtres ne ferment pas, puis au TCE, puis à Pleyel. On pourra la retrouver, Muriel Robin. C'est une femme, une humoriste, une comédienne qui a eu beaucoup d'importance pour vous dans votre parcours. On l'écoute. Je découvre que le public est là et si je lui laisse la place, je crois qu'il connaît les textes, sketch, texte, aussi bien que moi. C'est très troublant que des petits mots comme ça, je nous revois avec Pierre Palmade d'écrire des choses, c'est rien. Et puis c'est rien ou c'est une petite chose qui va mourir très vite ou c'est tout d'un coup quelque chose qui nous accompagne. Là, quand on se retrouve et tout d'un coup les gens connaissent ça, tout d'un coup ce petit rien. Et moi je suis l'amoureuse des petits riens c'est le détail qui fait la différence, quoi. D'ailleurs, il y a de la légèreté qu'il n'y avait pas avant, il y a de la liberté et je pense que quand on a la liberté dans la rigueur, voilà, il y a le plaisir. Et ça y est, je l'ai. La première fois. C'est vrai que non pas qu'avant, je n'avais pas de plaisir. Mais c'est-à-dire que quand on est à la virgule près et qu'on a une horlogerie dans la tête, ça ne laisse pas beaucoup de place pour le plaisir. On est au travail bien fait. Des fois que les parents regarderaient là-haut et diraient « Ça va, toi, tu t'amuses ?» Travaille bien et c'est ce qu'il faut faire dans la vie. Il faut être un bon soldat. Je l'ai été. Et puis là, j'ai dû grandir. Mes parents peuvent venir, je leur dirai « Oui, je m'amuse. » Voilà, ça y est, elle prend du plaisir, Muriel Robin. Elle a appris aussi, grâce au travail, à retrouver cette notion-là, pourvu que ça dure. Est-ce que c'est un objectif aussi pour vous, Vincent de Dienne, que vos sketchs perdurent ? Oh la vache, je me suis jamais posé la question. Vous imaginez dans 20 ans reprendre tous vos sketchs cultes dans un spectacle comme ça. En tout cas, tout ce qui menace de les dater, quand j'écris, tout ce qui menace de dater les sketchs m'inquiète. J'ai un réflexe de me dire, mais c'est pas tellement pour la postérité ou pour leur vieillissement, plutôt de me dire, je suis pas sûr que les gens aient envie d'entrer dans les théâtres pour rigoler de ce qui se passe vraiment aujourd'hui, de ce qu'ils ont entendu à la radio la veille, ou ce qui est brûlant dans l'actu chaude et tout ça, machin. J'ai un peu l'impression que les gens sont comme moi, c'est-à-dire qu'ils veulent entrer dans les théâtres et oublier en quelle année on est, à quelle époque on est, qui est au pouvoir, qu'est-ce qui se passe, qui a tenu la parole dans la journée, tout ça. C'est pour ça que le virus n'a pas de place sur scène, par exemple, dans ce spectacle. Oui, il est déjà tellement contagieux, ce virus, que j'ai pas eu envie qu'il viennent foutre le bazar dans mon spectacle. La chienlit de Covidry, avez-vous dit, écrit sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'elle a quand même changé votre manière de faire ? Est-ce qu'elle vous a amené à repenser ce deuxième spectacle qui s'est retrouvé traversé par cette pandémie, par cette période ? Est-ce que ça donne un autre sens aussi à ce que vous voulez délivrer, au divertissement ? Il y a deux choses. C'est-à-dire que, premièrement... un autre sens au divertissement. Oui, c'est-à-dire que je me dis que je fais un beau métier. Le fait de faire rigoler les gens, je trouve ça vraiment rigolo d'être rigolo. Et je me dis que j'ai de la chance de le faire et que les gens viennent rire dans ma salle me plaît, quoi. J'adore ce travail. J'ai pas du tout le complexe d'infériorité de me dire ouais, mais j'aimerais bien faire autre chose que faire rigoler les gens. Moi, vraiment, faire rigoler les gens, c'est ma passion et c'est mon kiff absolu. La deuxième chose, c'est que dans cette époque... Par exemple, on m'a demandé si j'avais le sentiment de faire que ce que je faisais était politique. Et en fait, je me pose même pas la question parce que je m'aperçois que c'est les gens qui font une action politique en venant dans les salles de spectacle aujourd'hui. Tout nous invite tellement à la prudence, au recroquevillement, à l'isolement, au manque de curiosité, que des gens qui viennent s'installer les uns contre les autres dans une salle de spectacle, voir quelque chose qu'ils ne connaissent pas, me semble être une action vraiment politique. Et puis, la troisième chose, c'est que cette chienlit de Covidry, là, elle aura peut-être fait en sorte que j'ai trouvé une espèce de méthode de création qui était pas mal, parce que j'ai créé le spectacle en février, au moment où j'aurais dû le jouer, et après, il a été décalé, évidemment. Donc, je l'ai repris 6 mois plus tard. J'ai fait la première 6 mois après avoir mis en scène le spectacle. Et je me suis dit que ça, c'était peut-être une méthode à conserver, parce que le temps fait que tous les nœuds, tous les problèmes apparaissent vraiment, sont très visibles quand on remet le nez dedans, et ça permet de travailler très sereinement. Donc je me suis dit, tiens, peut-être même sans Covid, peut-être pour le prochain spectacle, je travaillerai comme ça. Vincent de Dienne est notre invité pour son soir de gala, à voir actuellement à Paris au Bouffe du Nord, à retrouver en juin au Théâtre Marigny ici, et en tournée dans toute la France entre ces 2 dates. Vincent de Dienne avec nous jusqu'à 12h30.
France Culture. La grande table. Olivia Gesbert. 8 ans après avoir joué dans Le Médecin malgré lui, mise en scène par Jean-Claude Berrouti, vous obtenez un Molière de l'humour. C'était en 2017. C'est une statuette, un Molière. C'est aussi une reconnaissance. Et c'est l'occasion de vous demander, Vincent Denienne, ce que Molière, dont on fête les 400 ans, a représenté pour vous. Est-ce qu'il a été important, ce dramaturge, dans vos envies à l'époque, vos envies de jeune comédien ? Oui. Oui, Molière, d'abord, j'allais dire, hélas, on le découvre pour la plupart à l'école, c'est-à-dire en cours de français. Et c'est pas là où il semble le plus vivant et le plus contemporain, parce qu'il reste quand même dans le manuel, alors que Molière, c'est fait pour être incarné, pour être dit, pour être sali, pour être crié, hurlé, pour être ri à voix haute et tout ça. Et ça, il a fallu que je commence les cours de théâtre pour m'en apercevoir. Et là, à partir de ce moment-là, je me suis rendu compte que ce qui était écrit, ce qui pouvait sembler peut-être daté, ou en tout cas un peu poussiéreux, était incroyablement moderne, faisait rire même les gens de mon âge, toutes les générations. Et puis après, quand je suis entré à l'école à Saint-Étienne, à l'école de théâtre, Molière, c'est un ami, quoi. C'est vraiment quelqu'un avec lequel on a envie de passer du temps, parce qu'il y a les pièces en prose, il y a les pièces en vers, il y a les comédies, il y a des choses. Il y a des choses on ne sait pas. On peut en faire des comédies ou des tragédies comme on veut. C'est-à-dire Georges Dandin, il suffit de modifier un peu le curseur et d'un coup, c'est vraiment effroyable. Donc c'est une richesse inépuisable, Molière. Ouais, Ouais. et Puis je l'ai joué beaucoup, parce que le spectacle Le Médecin malgré lui, on l'a beaucoup tourné. Et en fait, c'est aussi ça, c'est aussi dans la durée qu'un texte s'éprouve. C'est-à-dire parfois, à la 14e date, on se dit « Ah ben voilà, il n'y a plus de texte ». Le truc s'est effondré parce qu'il n'y a pas les sédiments, quoi. Et puis Molière, on peut le jouer 400 fois et découvrir des choses. Oui, puis Molière, pour travailler sa diction, on commençait avec ça au début. C'est vrai que c'est quand même assez coriace et c'est pas mal comme langue. Oui, c'est bien, ça fait les muscles. Ouais. 400 ans, alors on a tendance à répéter cette date aujourd'hui, ce qui lui met une couche de poussière supplémentaire sur le dos. Et pourtant, on a aussi envie de dépoussiérer la statuette. En quoi il a été, pour vous, Molière, extrêmement moderne et extrêmement pionnier aussi sur scène, dans sa relation avec ses acteurs, avec sa troupe? Parce qu'il a écrit pour eux, il a voyagé, il a bougé, il était dans l'inconfort permanent, il était même quand il était le chéri, le favori du roi, il était quand même menacé en permanence. C'est quelqu'un qui a écrit et qui a joué pour sauver sa peau, parce qu'il devait le faire, et il avait une troupe à nourrir, et même une femme et une fille à nourrir au sein de cette troupe. Donc c'est quelqu'un qui a utilisé le spectacle, le théâtre comme quelque chose d'extrêmement vivant, quoi. C'était mort ou vif, quoi, son travail. Donc ça me semble encore très incarné aujourd'hui. Il y a une autre date anniversaire cette année, c'est les 20 ans de la mort d'Hervé Guibert. Il est décédé le 27 décembre 91, et c'est une figure de la nostalgie, Hervé Guibert. Peut-être de cette nostalgie telle qu'elle effleure, telle qu'elle hante aussi votre spectacle, Vincent Denienne. Pourquoi vous dites que c'est une figure de la nostalgie, Hervé Guibert? Oui, parce qu'il a écrit... Est-ce qu'il a écrit sur la nostalgie? Il a... Vous le trouvez plus mélancolique? Si, je le trouve plus mélancolique que nostalgique. Alors oui. peut-être dans son rapport au temps. Je vais vous proposer de l'écouter. Oui, je rappelle oui, juste qu'en 2012, quand c'est même, vrai. vous avez adapté et joué son journal d'hospitalisation bouleversant dans un spectacle qui s'appelle « Mais tous les ciels sont beaux ». On écoute Hervé Guibert. La notion du temps, ça, plein de malades peuvent le dire, je pense, est complètement modifiée. Mais elle n'est pas modifiée de façon univoque ou une bonne fois pour toutes. Mais il y a un trouble de la perception du temps, c'est une autre vitesse. Et à la fois, je peux passer des heures à ne rien faire. Ça pourrait sembler justement contraire à cette idée il faudrait occuper le temps le mieux possible, dans cette urgence, quoi. Et je peux, plus que jamais, perdre un temps fou, avoir du plaisir à perdre du temps dans des autobus, à attendre des autobus inutilement, à perdre du temps. Ça peut devenir une jouissance. Et en même temps, je m'aperçois que je n'ai plus du tout la même notion du temps que les autres. Voilà. Je connaissais pas cet âge, mais j'adore ça. On parlait de voix tout à l'heure, j'adore
J'adore ça, cette voix. Quand j'ai joué le spectacle, j'ai passé un temps fou avec des écouteurs à essayer de comprendre la moindre inflexion, vraiment d'intégrer le son de sa voix, et je suis tombé fou amoureux de sa voix. Il y a quelque chose de l'ordre du paradis perdu chez Hervé Mais oui, vous avez Guibert. Et raison. là, il le dit évidemment avec la maladie, le sentiment de Mais de même ce avant, temps. Oui. avant la maladie, il a commencé il a commencé à écrire sur la condamnation du corps, sur la faim. En fait, oui, il avait peut-être aussi ce syndrome de la nostalgie, qui est de considérer qu'une chose qui commence, ou une chose qui naît, c'est une chose qui est déjà en train de s'achever ou de mourir. Il a beaucoup écrit là-dessus, sur le... Et puis ces photos, effectivement, elles montrent un âge d'or, quoi, un paradis, oui, qui est en train de se perdre. Plus qu'un paradis perdu, c'est un paradis qui est en train de se perdre pour moi. Et vous, dans votre spectacle, Vincent de Dienne, vous parlez aussi de l'enfance comme d'un pays natal dont il est si dur, si insupportable d'être exilé. Hein. Ah oui, mais je ne sais plus si c'est Hervé Guibert d'ailleurs qui avait écrit ça, mais je ne suis pas sûr. Mais en tout cas, cette phrase me plaît beaucoup, c'est on ne se remet jamais de son enfance. Et c'est vrai, je trouve que c'est vraiment Même le si elle a trajet. été heureuse. Oui, et même si elle était heureuse, Ou et ça me surtout fait penser à peut-être une pour ça. phrase du dernier Goncourt là, qui dit un rien n'attriste un homme comme ses souvenirs, même s'ils sont heureux. C'est vrai que le fait de se souvenir, le fait d'être comme ça arraché au temps qui a passé, moi je trouve que c'est une succession de chagrins et de deuil qu'il faut morfler jour après jour, quoi. Et c'est comme ça qu'on devient humoriste. Ben peut-être. Non ? Oui, c'est vrai. Si, c'est vrai. C'est quoi pour vous Oui. justement le rire ? Où se niche le rire ? Je sais, il se niche à un endroit assez secret, mais qui, quand on l'atteint, c'est une caverne c'est une caverne d'Ali Baba, quoi. Il est à l'endroit le plus précieux des hommes pour moi. Il est à l'endroit le plus secret, le plus mystérieux, le plus protégé aussi, parce que le plus menacé. Et il est pile à l'endroit, au même endroit. Je pense qu'il est dans la même cavité que l'oubli de mourir. C'est-à-dire que quand on actionne le rire, on actionne aussi le même organisme qui fait qu'on oublie qu'on meurt. Voilà. Donc ça, c'est ce qui le rend pour moi très, très cher. Et du coup, avoir de l'humour, c'est essentiel pour vous. C'est une qualité que vous recherchez aussi chez les autres ? Alors, il m'est arrivé de passer du temps avec des gens qui n'avaient pas d'humour. Mais même assez récemment, là, parce que moi, mes amis me font énormément rire. Mais je me suis retrouvé avec un long temps, là, ces derniers temps, avec des gens qui sont pas drôles, ou alors qui aiment bien rigoler, mais bon, on sait pas. Oui, voilà, il y a autre chose pour eux que l'humour. Ils ne tueraient pas père et mère pour un bon mot. Et je trouve que la vie est beaucoup moins colorée. Est-ce que vous sentez plutôt acteur ou humoriste ? Plutôt humoriste ? Bah alors là, Plutôt franchement, acteur ? non. En vrai, je m'en fiche, et j'ai un peu décidé de m'en ficher. Et peu Parce importe. que, Ouais. peu importe, oui, parce qu'en fait, on est ce que on est. Je sais pas. Au fond de moi, je le sais pas. J'adore. J'ai l'impression que c'est deux exercices un peu différents, le métier d'acteur et le métier d'humoriste, mais ça fait partie de ma vie, les deux, très fort, quoi. Et d'ailleurs, au cinéma, vous venez de boucler le tournage de Mauvaise Pioche avec François Damiens. À voir tout prochainement. Oui, et il nous en reste un petit bout. Il faut qu'on Faut finisse puis il faut le monter le film et puis après, après, faut le avant monter, qu'il ouais. sorte. Et Ouais. classé comique, lui aussi, c'est Bourvil qui nous en parle en Ah. 1955. En ce qui me concerne, je suis classé comme comique et moi j'adore faire rire. Et je ne peux que faire rire ou alors, si je peux, émouvoir. Mais je n'ai pas de place Pour un genre intermédiaire. pour un genre intermédiaire. Vous comprenez, je ne peux pas avoir le charme d'un Bécaud ou d'un Montand. Moi, je dois ou faire rire ou faire pleurer, si toutefois je le peux. Vous Oui, mais comprenez? j'en suis persuadé. Prenons par exemple ce disque qui vient de sortir, Les Jaloux. Ah, mais là, La Jaloux, c'est uniquement drôle. C'est une charge d'une chanson mélo. C'est une chanson dramatique comme on en faisait il y a 30 ans. Et c'est quelque chose qui vous plaît bien. Oui, parce que ça m'amuse. Ça me rappelle exactement ma jeunesse dans les communions, dans les noces. Quand on disait à l'oncle Jules de nous chanter quelque chose, il se levait et il nous chantait
Petit père qui est dans les nuages, tout là-haut, là-haut dans les cieux. Sans doute qu'il était bien sage, on l'a gardé près du bon Dieu. Voilà, cette chanson de Bourvil, elle fait un peu écho, Vincent de Dienne, à votre sketch sur l'ancien CRS qui revisite les chansons françaises hein, pour faire respecter la langue, Oui. notre belle langue française. Qu'est-ce qu'il représente Bourvil pour vous? Ah, Bourvil, il représente, quand je pense à Bourvil, je pense immédiatement à La Tendresse, la chanson La Tendresse, que j'ai beaucoup écoutée quand j'étais enfant, et à L'eau ferrugineuse. C'était une cassette aussi, où il y avait plusieurs sketchs et plusieurs chansons, et il y avait ces deux choses-là. Euh, Là, de l'entendre, je me dis, c'est quand même vraiment extraordinairement gentil d'avoir voulu faire rire les gens toute sa vie. C'est vraiment bien élevé, c'est vraiment gentil, c'est parce que honnêtement, c'est très difficile de faire rire. C'est vrai que dans la construction, dans l'écriture, de ce que ça demande comme mise en jeu de soi, c'est quand même pas gagné parce que c'est quand même plus facile de rater que de réussir dans l'humour. Ça, c'est on a je sais pas combien de chances sur je sais pas combien de rater et une petite chance de que ça tombe au bon moment, au bon rythme, que ça soit dans le mille et que ça fasse rire. Donc, il faut quand même en passer par le risque de l'échec et beaucoup d'échecs d'ailleurs. Donc qu'est-ce que c'est gentil et qu'est-ce que c'est... Ça passe par le rire de soi, un peu par la prise de risque et éventuellement du ridicule, vous Ouais. l'évoquez. Hein. Vous étiez déjà au cœur de votre premier spectacle il y a 7 ans, s'il se passe quelque chose. On vous retrouve avec différents visages, certaines choses de vous dans ce spectacle-là, Un soir de gala, Vincent de Dienne. Pour finir, Guibert écrivait sa vie, il a laissé aussi une œuvre littéraire assez intime et sensible. C'est une question que vous vous posez, jusqu'où on peut se dévoiler sans trop s'exposer, sans se brûler? Non, moi j'ai l'impression qu'on est en danger de rien quand on parle de soi. La seule chose qui menace, c'est d'ennuyer. C'est pour ça que moi j'ai choisi le rire, parce que je sais que quand les gens rient, les gens ne s'ennuient pas, parce qu'il y a une sanction sonore qui m'avertit que c'est bon, que en tout cas les gens sont là. Mais je trouve qu'on peut et qu'on doit, en tant qu'artiste, enfin en tant que même interprète ou au théâtre, quand on joue Marivaux, Molière, Dostoïevski, Tchekhov, ou quand on joue ses propres textes, ou qu'on fait que des blagues, comme ce qui est mon cas en ce moment, on doit on doit avoir la curiosité d'aller très très loin, même dans son intime à soi. Voilà, Merci beaucoup Vincent de c'est Dienne. moi. Un soir de gala est donc à voir pour l'instant sur la scène des Bouffes du Nord et très bientôt en tournée partout en France. Un soir de gala. Cette émission a été préparée par Henri Leblanc. Merci. Merci.